Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui, je pense, va résonner pour la plupart d'entre vous. On va revenir sur un moment de ma vie où, quand j'avais entre mes 27 et 29 ans, je me suis retrouvé propulsé numéro 2 d'une start-up qui a été au Next 40 et qui maintenant a été d'ailleurs revendue, qui s'appelle Wind et plus récemment qui s'appelle AnyCommerce. Donc c'est une boîte, pour vous donner un petit peu de contexte, à ce moment-là de ma vie où j'en étais, j'avais déjà repris l'entreprise de mon père, un organisme de formation qui s'appelle GI, qui fonctionnait pas super bien. Et donc son directeur financier s'était barré avec une partie des activités. D'ailleurs, je lui dis salut, il s'appelle Benoît, on s'est recroisés. Bon, comme quoi, faites attention dans vos associations. De toute façon, l'entrepreneuriat et la vie vous apprendra que les choses peuvent être compliquées avec du positif, du négatif. Bref, donc j'étais rentré du Kenya où j'avais une boîte là-bas. Je m'occupais de cette entreprise, donc je m'étais séparé des salariés. J'avais refait de la gestion à distance avec Olivia qui travaillait à Madagascar. J'avais repris l'outil que j'avais déjà créé, l'outil de gestion interne pour gérer les formations, gérer les coachings, etc. Et en parallèle, j'avais lancé du coup ce fameux espace de coworking, là où on fait nos Drink Fire. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à venir dans les drinks à Paris. On en fait une fois par mois, généralement. Ce fameux coworking que j'ai revendu du coup cette année, l'année dernière, à Emmanuel qui l'a transformé, qui s'appelle maintenant Georges 15. N'hésitez pas à lui envoyer de l'amour et du business. Ça fait toujours du bien, surtout qu'Emmanuel, c'est vraiment un chic type. Bref, j'étais dans cette phase où j'avais créé cet espace de coworking, j'avais remis de l'ordre dans la partie formation et j'étais un petit peu bloqué, c'est-à-dire que je ne savais pas comment développer cette activité de formation que lui, il avait avec ses formateurs, etc. un peu plus. J'avais développé des petits business à côté qui marchaient d'ailleurs, qui fonctionnaient à peu près. J'avais lancé d'ailleurs l'origine de la boîte Stello, qui a été revendue à 12 millions l'année dernière, je crois, avec FX et son ancien associé. Donc j'avais fait ça par l'intermédiaire d'une autre boîte que j'avais aidé à lancer, Clap, qui existe toujours avec Mélissa aux commandes, qui permet de faire des... Bon bref, j'avais fait tout mon truc, toute ma tamboule, là, des projets que j'avais lancés à droite à gauche, mais en fait, j'avais pas un projet où j'avais pas encore réussi à enclencher la deuxième étape. Donc lancer des projets, faire des choses qui font un peu d'argent, ça j'y arrivais, mais on parle de 5 10 000 euros par mois, mais rien qui me transcendait. Et surtout, j'avais encore un besoin d'achievement perso. Je m'étais dit, donc c'était de l'ego pur, hein, c'était de me dire que je pouvais prouver que j'allais y arriver. Un de mes meilleurs potes qui s'appelle Thomas, on a toujours une petite compétition entre deux frères, quoi. Donc lui a très bien réussi, il a fait HEC, il est au BCG, il est associé au BCG d'ailleurs maintenant. Et on a toujours ce petit truc, un petit peu de combat pour se dire, bon, bah voilà, quand on fait de la course qui court un peu plus vite, quand on fait ça, qui peut faire le truc, etc. Et moi, je me sentais par rapport à lui, donc un truc de jugement et un peu par rapport aussi aux études que j'ai pu effectuer. Donc moi, j'étais dans un collège-lycée parisien où les gars, enfin assez élitistes, donc les gars avec des parents. Donc par exemple, il y avait le PDG de Score qui était parents, il y avait des RH de Dell, d'HP, il y avait les fondateurs, par exemple, des plus gros cabinets d'épilation laser. Bref, il n'y avait que des personnes dont les parents avaient réussi et les enfants, généralement, allaient réussir, faire des grandes études, etc. Reproduction sociale qui, d'un côté, est négatif quand on ne fait pas partie de ça, mais quand on fait partie de ça, c'est plutôt positif et ça vous permet d'avoir de méga réseaux. Donc bref, moi je voyais tous ces gens-là qui réussissaient vachement bien, moi je me sentais pas trop en réussite et j'avais besoin de cette réussite financière d'un côté, mais surtout d'achievement concret de faire un truc. Et j'étais dans cette phase, donc je m'étais dit soit je développe des nouveaux espaces de coworking, j'en crée plusieurs parce que j'avais le mien qui marchait bien, mais je ne savais pas trop comment faire, j'étais pas dans cette démarche.
J'avais pas chopé, le truc, j'avais pas les bonnes personnes autour de moi. J'avais cette boîte de formation que j'avais, finalement restructurée, donc j'avais diminué beaucoup les coûts. J'avais, remis en place un peu de commercial, mais j'avais pas fait un truc qui refonctionne très bien. Je savais pas bien vendre ces produits-là. J'avais les boîtes qui étaient plutôt, au stade, d'embryon que j'avais lancé, donc comme Stello, comme, d'autres boîtes, où j'avais fait des interventions, mais je savais pas trop où ça allait amener. Donc à un moment, je me suis dit: «Zut, qu'est-ce que je fais?» Et bon, j'étais là, bon, je pensais que j'avais le niveau de devenir, alors je crois que c'était VP ou, chez EY, donc je postulais pour aller chez EY pour devenir manager. Donc sur des filières un peu, bancaires, un peu autres, en essayant de me retrouver en fait avec un portefeuille et cetera. Donc j'étais en process là-dessus, j'étais un petit peu perdu. Je crois que je postulais un peu chez Google aussi, pour aller sur des parties, d'operation engineer, des choses comme ça. D'ailleurs des profils que je retrouve, maintenant en coaching IMO ou que je retrouve chez des Fire d'ailleurs. Et bref, j'étais dans cette phase un petit peu perdue et là, du jour au lendemain, je me suis fait, démarcher. Donc j'étais en négo aussi avec d'autres startups. Donc l'objectif et d'ailleurs c'est ce que vous pouvez faire, si vous écoutez ce podcast. Donc il y avait des startups qui, vivotaient autour de moi, qui faisaient 600 000 €, 1 million d'euros. Et il me proposait des jobs de, CEO, donc directeur des opérations, c'est-à-dire le gars qui va un peu gérer la boîte et s'assurer que le produit sort et mettre l'énergie pour régler l'ensemble des problématiques. Généralement, le CEO à côté met plus de la vision et fait plus du commercial. Donc moi, j'avais plutôt cette casquette-là aujourd'hui d'un mec qui est très opérationnel, qui est capable de sortir des trucs, qui comprend la technique, qui comprend comment optimiser, qui comprend, comment sortir, faire des process, gérer des gens, recruter des gens, et cetera. J'ai un peu ce profil-là. J'avais aussi comme expérience ce que j'avais fait en Afrique, donc passer une boîte d'une dizaine de salariés à 80 salariés dans les livraisons équivalentes d'Uber Eats. Bref, j'étais dans cette phase, je voulais pas retourner dans le MNS, c'était pas pour moi. Je pense qu'une façon de travailler qui était peut-être un peu trop dure, peut-être qu'avec mon niveau d'exigence et la façon dont je me traitais moi-même, bref, j'étais pas forcément bon là-dedans, je m'épanouissais pas. Je voulais pas retourner dans les maths, donc le doctorat là que j'avais lancé aux US, j'étais un peu dans cette phase dans ma vie, quoi. Et là, du coup, un peu par hasard, on me contacte, en fait, on me chasse pour, devenir, directeur des opérations d'une startup qui, à l'époque, avait levé 30 millions d'euros, qui s'appelait Wind, dirigée par un mec qui s'appelle Ismaël. Et j'avais déjà vu cette boîte passer parce que j'étais dans cette boîte à l'origine faisait des caisses. Alors, elle faisait même pas des caisses. Cette boîte à l'origine faisait un système de livraison, je crois, de déjeuner. Donc, il y avait un système chez les restaurateurs qui permettait de recevoir des commandes en ligne et après de faire des livraisons avec des systèmes de l'époque. Et après, ils ont évolué pour, vendre des caisses. Donc, c'était la grande période, donc dans ces années où il y avait des gros acteurs, de vente, de caisses comme Tiller. C'était une vraie compétition sur comment équiper et faire une transition technologique, des caisses dans les restaurants, quoi. Donc, c'était une grosse phase. Il y avait plein de boîtes qui ont levé pas mal d'argent dans ce domaine-là. D'ailleurs, il faut que je refasse un petit tour, de ces boîtes-là pour voir ce que ça a donné. Donc c'est, la caisse où vous passez des commandes, vous avez le serveur et cetera, qui est dessus. Du coup, je suis chassé par cette boîte-là, donc je tombe sur la DRH de l'époque qui me dit: «Ah bah tiens, on aimerait bien vous rencontrer», et cetera. Et du coup, ça tombait à pic et je me retrouve du coup à aller passer un entretien. Donc je passe directement un entretien avec le CEO de la boîte, Ismaël, et indirectement, je connaissais pas mal de personnes en commun avec lui et dont, une boîte que j'avais créée à l'époque, qui s'appelle, Optimiam, qui est en fait le Too Good To Go de l'époque. Sauf que bon, bah, on n'a pas réussi à délivrer Too Good To Go. On a même failli, Lucie qui a fait Too Good To Go a failli bosser avec nous. Finalement, ça s'est pas fait pour des enjeux, je sais pas, d'alignement, d'ego, et cetera. Du coup, finalement, Lucie est allée chercher Too Good To Go, l'a ramené en France et puis nous, on n'était pas aussi bons en termes de positionnement de produit. Je pense que les équipes étaient aussi fatiguées et du coup, on a revendu, Optimiam avec Alex aussi, où j'ai refait un projet avec lui et avec des superbes équipes. D'ailleurs, c'était un super projet. Bref, du coup, on me propose, de devenir directeur des opérations, enfin, en tout cas, on vient me chasser pour ça. Et là, du coup, vu qu'on vient me chasser, moi, je me dis: «Merde, ça fait pas mal de temps que j'ai pas été dans ces, nouvelles façons de faire de la tech». Je sais pas quelles sont les dernières, bon, on vient me chercher pour ça, donc je regarde qu'est-ce qu'on me demande concrètement comme poste, je me renseigne sur la boîte d'en face et je me dis: «Comment je peux être au niveau pour, être numéro 2 d'une boîte où il y a quand même, je crois qu'il y avait 60 salariés, entre 30 et 60 à l'époque, entre 30 et 60 salariés et pouvoir faire finalement cette croissance, donnée». Donc là, c'est pas compliqué.
Je prends mon et moi je vous invite à faire la même chose. Je regarde dans tous les gars que je connais quels sont les meilleurs. Donc, moi j'ai fait une école d'ingé, où, un de mes meilleurs potes qui s'appelle Benjamin, lui, moi j'étais parti à UCLA, lui il était parti à Stanford. C'est un mec qui est ultra geek, qui est trop sympa. Du coup je l'appelle, il bosse encore je crois chez Polyconseil, et il s'occupe, là de gros projets pour eux. Et je lui dis: «Écoute viens on passe», et j'avais créé une boîte d'ailleurs avec lui, avec ce Benjamin, j'avais créé une boîte aux US à l'époque, c'est pour ma première boîte. Et du coup je l'appelle et je lui dis: «Ben viens on se voit et faisons, prenons un café». Bon, résultat, alors à l'époque, c'était plus des bières que des cafés, je crois. Donc je me retrouve, j'habitais dans le 14e à l'époque, métro, je ne sais même plus le nom du métro. Bref, on se retrouve là-bas. Et là, pendant 3 heures, en fait, je fais le. Alors, c'est un truc que j'ai quasiment toujours su faire dans ma vie, c'est-à-dire bien comprendre ce que font les gens, mais techniquement et opérationnellement. Donc pendant 3 heures, je lui demande concrètement ce qu'il fait toute la journée, comment il gère ses équipes, quels sont les fonctionnements, quels sont les mots de vocabulaire, etc., etc. Et finalement, en 3 heures, il m'a fait un cours en accéléré, surtout qu'on se connaît bien, de c'était les nouvelles techniques de développement, les sprints, l'agile, comment ça marchait, les user stories, comment écrire une user story. Bref, en accéléré, mais vraiment très intense. C'est des trucs qu'on aime bien faire avec lui. Je me retrouve à capitaliser sur tout un savoir que je n'avais plus depuis quelques temps parce que j'étais dans une phase un peu plus opérationnel, déploiement. Par exemple, quand j'étais chez Optimiam, je faisais du déploiement commercial ou comment on arrive à toucher un maximum de personnes. J'étais pas sur la partie produit en tant que tel et j'étais pas sur la partie dev. Sur la gestion d'organismes de formation, lancement de coworking, c'était de l'opérationnel différent. Il n'y avait pas tant de tech que ça. Du coup, j'étais pas dans de la grosse gestion d'équipe. Donc, bref, je me retrouve à absorber ce savoir. Bon, j'ai toujours été un petit peu geek, bon, sûrement moins maintenant, mais en tout cas à l'époque, tout ça, ça allait très très vite, vu que j'arrivais à connecter avec plein de choses que j'avais fait, plein de projets, etc. Voilà. Du coup, je me retrouve à avoir tout ce savoir. Je fais l'entretien. Je me rappelle, l'entretien se passe, boulevard, Haussmann, c'était les super locaux, je crois à l'époque de la banque, je crois que c'était HSBC. Alors c'était même pas HSBC, ça en était une autre, une UBS. C'était les locaux de la banque UBS, Haussmann. Alors je me rappelle plus de l'adresse, mais c'est des locaux magnifiques, vous rentrez dedans, c'est du marbre partout et cetera. Je me retrouve à aller dans le bureau du CEO. Et là, le mec, il a levé 30 millions. À l'époque, c'était énorme. Plus grosse levée de fonds de l'époque. Ça cartonnait, ça sentait le succès. Les gens étaient vraiment cool. Je me fais accueillir par un gars qui était super sympa, un commercial de 2 mètres, trop beau. Voilà, je me dis, merde, putain, c'est ça que je veux, quoi. Je me dis, attends, d'un côté, je suis en train de faire des entretiens pour aller chez EY et je me dis que je suis pas en train de fitter avec la culture, mais que ça me permettrait d'être bien manager chez EY. D'autre côté, je vais dans une startup où je me dis, putain, on va tout killer, les gens sont smart, ils ont l'air intelligents, ils défoncent tout, ils ont levé de l'argent, les articles disent que c'est vachement bien. Je passe ces entretiens avec lui, donc c'est un peu lunaire. Ça part un petit peu dans tous les sens et surtout j'avais, cette notion de me dire: «Mais zut, je suis vraiment pas, le mec le plus qualifié pour faire ce taf-là, j'ai envie de me battre, j'ai envie d'y aller» et indirectement, je me fais recruter dans cette boîte et le jour, où je me suis fait recruter, mais je me sentais hyper bien. Alors je pense qu'il y a un chanteur là qui a fait, il y a quelques jours un peu les titres parce qu'il s'appelle Riles, je crois. Et il a fait une compétition avec lui-même où il a couru pendant 24 ou 48 heures, dans une salle et il s'était confronté à tout ça. Et à l'époque, j'écoutais ce mec en fait. J'écoutais ce mec et j'écoutais une chanson, je crois, qui s'appelle To God ou un truc comme ça, dans le métro. Et je me rappelle très bien avoir fait l'entretien, avoir été accepté. Et moi, dans ma vie, j'étais au summum de ma vie, quoi. Pour moi, ça, j'avais cette sensation de succès et d'achievement. Voilà, il y a quelques moments dans ma vie, j'ai eu ces sensations d'achievement. J'ai eu ce moment-là, j'ai eu ce moment quand j'ai acheté mon immeuble à 2,6 millions, 3 millions, là, mon premier immeuble à ce prix-là, à Ivry, etc. Et là, j'avais ce gros truc d'achievement. Et je me dis, bon, bah, je commence, du coup, je commençais, je crois, la semaine prochaine. Et tout était bien. Donc, bon, bah, je laisse un peu en plan mes autres projets. Donc, alors, je continue à créer Stello en parallèle, bien sûr. Moi, je fais toujours ça, un truc que j'ai jamais compris, comment je pouvais multiplier les projets. Donc, je continue à gérer l'ancienne boîte de mon père. Je continue à gérer le coworking, mais j'avais trouvé quelqu'un que j'avais recruté pour le gérer qui s'appelle Léo, un mec super. Et en plus de ça, j'avais Stello que j'étais en train de créer, donc toute la partie, la partie, facturation et assurantielle de Stello, la première version de Stello. Donc et là, je gérais des équipes en développement pour faire ça. Bon, j'avais ces 3 projets-là et en parallèle, j'avais, je crois, des Airbnb. Je continue à faire des Airbnb chez moi, donc j'étais avec ma copine de l'époque, celle avec qui je suis resté 7 ans et je faisais des Airbnb dans la deuxième chambre où on était.
j'avais, bon bref, je m'étais bien chargé, comme ce que j'aimais faire à l'époque avec, mon énergie débordante et mon ambition, sans limite. Et bref, je me retrouve la premier jour arrivé dans cette boîte, donc je m'attends à donc on me dit rien, j'ai pas d'infos, bon, il y a la RH qui me file deux trois trucs. Je comprends que l'ambiance est un petit peu particulière dans cette boîte. J'avais contacté du coup, Ola avec qui j'avais fait Optemium qui connaissait Ismaël, qui m'a dit: «Ouais Victor, ce mec est brillant mais moi j'irai jamais bosser pour lui». Donc bien sûr, moi j'écoute jamais ce qu'on me dit donc j'y vais. Et là et puis bon, l'opportunité était quand même très importante pour moi. Et là, je me retrouve ce premier jour, je comprends qu'en fait, personne n'est au courant que j'arrive. Au lieu d'être directeur des opérations, je me retrouve avec un espèce de titre, les gens savent pas ce que je fais, je suis manager des opérations. Je me rends compte que dans la boîte, les rôles sont pas clairs. Je me rends compte qu'il y avait déjà Gaël, un mec qui est super, qui est un pote maintenant qui habite à Bordeaux, qui bosse dans une boîte, fantastique, qui en fait avait un peu ce rôle de directeur des opérations. Je me rends compte que les gens marchent un peu entre eux, puis je me retrouve dans un univers où en fait, on me donne pas les éléments, c'est totalement perdu. Je comprends pas mon positionnement. Bon, bah, un peu gros truc de manip, en réalité. Mais vu que c'était une énorme opportunité, que je fonctionnais à l'ego, que, je voulais y arriver, bon, bah, je suis resté. Je me rappelle mon premier codir, donc je me retrouve au codir. Donc, personne sait qui je suis, personne sait ce que je fais. On me demande de me présenter en me disant: «Vas-y, c'est quoi ton périmètre?» Moi, j'en avais aucune idée. Je me rendais compte que j'avais pas mon taf. Je me rendais compte que j'avais un autre poste. Et je me retrouve, du coup à se codir, donc on est, je sais pas 12 je crois, on est 12 autour de la table et des gars mais vachement brillants quoi. Il y avait des gars vachement brillants, donc un mec qui s'appelait Benoît qui est très bien au produit, qui a bougé après. Un gars Cyril à la tech qui était très bien pour qui gérait, qui faisait les développements dessus. Un gars, à l'innovation, alors ancien CTO, qui est fantastique. Bref, plein de gens vraiment, bonne expérience, bon diplôme, bon truc. Et là, je me rappellerai toujours, les gars parlaient autour de moi et ils disaient des trucs, je comprenais rien. J'étais là, mais merde, putain, j'étais là, mais je suis une énorme fraude, quoi. J'étais là, les gens parlaient, je comprenais rien. Bon, alors, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, hein. Ça m'est arrivé quand j'étais aux US, que je faisais mon doctorat, là, et on m'avait demandé directement de donner des cours. Sauf qu'on m'avait demandé de donner des cours sur des sujets que je maîtrisais pas. Alors, moi, j'ai rien dit. Du coup, je me suis retrouvé TA, donc prof, assistant professeur, quoi. Et en fait, je donnais des cours en mathématiques stochastiques que j'avais jamais fait de ma vie, sur des trucs spécifiques en électronique que j'avais jamais fait. Bon, j'ai fait une école d'électronique, mais j'avais jamais fait, enfin, il y a des cas particuliers, j'avais jamais traité ça, quoi. Et du coup, bon, j'avais trouvé une solution pour m'en sortir à l'époque. Bon, les étudiants étaient tellement bons que finalement, c'est eux-mêmes qui corrigeaient les trucs. Et puis bon, j'avais pas dit que je comprenais pas grand-chose, mais bon, bon, la logique, je suivais leur raisonnement. Finalement, j'apprenais avec eux, donc bon, ça s'était à peu près bien passé. Par contre, là, vous imaginez vous vous retrouvez dans une salle de codir et vous comprenez rien. Alors, par contre, j'ai une faculté, un truc qui m'a beaucoup protégé. Donc, pour les plus jeunes d'entre nous, pour d'entre vous qui écoutent, on m'a toujours surnommé le scribe, en fait. J'ai très vite compris qu'il fallait. Alors, aujourd'hui, avec Léa, c'est un peu différent, mais moi, je notais tout ce qu'on me disait. Donc, tout ce qu'on me disait tout le temps, je le notais, j'en faisais des schémas, etc. Donc, j'avais mon carnet, je notais tout, tout, tout. Et en fait, ça m'a sauvé parce que ça m'a permis de comprendre que de récupérer toutes les informations, de ne pas embêter les gens, de me structurer. Puis après, je suis très structuré en termes de où sont les informations, comment les comprendre, comment les analyser et quelles sont les personnes à qui contacter, etc. pour être très efficace. Bref, à l'époque, là-dessus, j'étais franchement, je pense, vraiment bon. Mais bon, je me retrouve dans ce codir-là. Alors bon, la grande salle du codir, il se met par le truc, les gens parlent le truc, et je me rends compte que je comprends rien. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai compris que alors j'ai pas compris ce que c'était une boîte politique parce que j'avais pas fait énormément de boîtes politiques et de boîtes comme ça. En fait, ce qui se passait, c'est que les mecs, ils parlaient de trucs qu'ils comprenaient pas, avec des données qu'ils n'avaient pas, et ils essayaient vu que c'était un peu la merde sur plein de projets, ils essayaient de se protéger un peu. Du coup, il y avait pas et vu que, le boss en question, ce Ismaël qui est bon, grandement critiqué, mais en même temps qui est un mec qui est franchement hyper bon, quoi. Et ben, il était, bon, il pratiquait quand même un peu la terreur, donc on se prenait des gros taquets, hein. On se prenait vraiment des gros taquets. C'était un peu, une version, à l'aide dure, bon voilà quoi. C'était pas, je pense que vous pouvez lire entre les lignes. Je pense que pour ceux qui ont vécu ça et je pense que cette ambiance, on la retrouve, dans plein d'univers. En tout cas, moi, je l'ai retrouvée dans plein d'endroits et je pense que les profils qui sont OK de bosser dans des univers comme ça, sont des profils un peu particuliers, donc souvent des gens qui il y a quand même une base d'ego pour essayer de prouver que tu peux le faire et un peu carriériste et y arriver. Puis après, après, ça dépend qui est recruté, mais des gens qui veulent bien faire, quoi. Donc, c'est des gens qui vont se retrouver
embarqué dans un truc qui est un monde assez particulier. Enfin, cette expérience m'a fait comprendre à quel point on peut se retrouver, enfin j'ai eu plusieurs expériences comme ça, qui m'ont fait comprendre à quel point on peut se retrouver embarqué dans quelque chose qui nous dépasse et puis se rendre compte que c'est pas la réalité. Par exemple, demain, vous allez travailler, en tout cas de ma génération de banque d'affaires, quand vous êtes dans un bureau à La Défense, vous êtes dans un open space, vous êtes, je sais pas, 20, que tout le monde travaille de 9h30 jusqu'à 2-4 heures du matin, et ben en fait, tout le monde travaille, vous faites ça, ça devient votre quotidien, il y a un aspect enivrant, et vous êtes dedans, et en fait, ça devient votre rythme. Et en fait, vous connaissez des gens qui ont la même vie que vous. Vous, quand vos potes vous appellent pour sortir, vous les récupérez. Moi, ça m'arrivait de prendre un tacos, mon tacos de taf, d'aller à la fameuse soirée où j'étais censé aller, mais je débarque à 11h30, minuit. En fait, ce que je fais, c'est que je raccompagnais les gens chez eux qui avaient un peu picolé. En fait, moi, je leur discutais avec eux pendant 20 minutes dans le taxi et on faisait, je sais pas, le 9e jusqu'au 15e où les gens habitaient. Puis je discutais avec, puis j'avais pas de soirée. Enfin bref, vous changez de. En fait, vous pouvez créer ce que vous voulez. Donc, il y a eu cette expérience-là. Quand j'étais en école d'ingé, il y avait la junior entreprise. On était la meilleure de France. Je sais plus combien on faisait, mais je sais pas, 200, 300 000 balles de chiffre. C'était vraiment pas mal à l'époque. La plus grosse, je crois que c'était l'ESSEC qui faisait 600 000 à Lyon. Et là-bas, on avait une telle, on était tellement incarné dans la culture de cette boîte qu'on avait, je garde des très très fortes amitiés de cette période-là, où on était tous ensemble, on allait en stage la journée, le soir, on bossait sur la JE, le week-end, on n'allait même pas en cours, on bossait sur la JE, on se donnait, on faisait vraiment tout, on vivait les combats à l'intérieur de cette JE, et puis d'ailleurs, je pense qu'on a tous partagé un truc tellement fort, c'est comme des groupes de foot, là, pour ceux d'entre vous qui sont dans des clubs de foot, dans des clubs, des choses comme ça, c'est vraiment des choses qu'on partage. Et bref, cette entreprise, donc je me rends compte que quasiment personne comprend ce qu'il fait, sauf que j'avais pas la maturité de comprendre pourquoi les gens étaient comme ça. Et moi, je suis un peu rentre dedans, donc ça a beaucoup de qualités et beaucoup de défauts. Ce qui fait que je commençais à dire, ouais, mais mec, concrètement, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça, mec, qu'est-ce que tu veux dire? Et en fait, ce positionnement de re-questionner les autres et en fait d'afficher que derrière la façade, il n'y a pas trop de profondeur et qu'on ne règle pas les vrais problèmes, ce qu'on fait en fait quand on a des petites équipes et ce qu'on doit faire quand on a des choses à régler urgemment. En fait, c'est un truc qui marche très bien, sauf qu'à un moment, plus vous grossissez, c'est assez compliqué parce que les enjeux de pouvoir se mettent en place. Enfin, bref, en faisant ça et à force de bosser un peu comme un déterré et de trouver mon positionnement dans les équipes, c'était un peu cette sélection, bataille entre tout le monde. Bon, j'ai fini par choper mon taf de numéro 2 de la boîte, qui a été en même temps, je pense, une des plus belles expériences de ma vie et en même temps une des plus dures et une qui m'a laissé plus de séquelles, mais qui m'a permis du coup d'être directeur des opérations de cette boîte-là, où il s'est passé énormément de choses pendant 2 ans, même plus de 2 ans. Je sais pas, on vendait des contrats à 10 000 euros quand je suis arrivé. Après, on vendait des contrats aux millions d'euros avec les Émirats. Je vous passe les moments lunaires où on vous envoie un message le samedi 18h pour dire ouais, demain matin, faut que tu sois au bureau à 10h. On ne vous dit pas pourquoi. Vous vous retrouvez au bureau le lendemain à 10h, un dimanche. Vous avez Michaela qui arrive, d'ailleurs qui vient de se marier, fille superbe, superbe sur tous les plans, mais qui fait un peu aussi ex-mannequin. Donc elle est là, ils disent ok, salut Michaela, qu'est-ce qui se passe? Elle dit ah, mais t'es pas au courant, il y a tel client qui arrive, mais vous êtes même pas au courant du client qui arrive. Et là, vous vous retrouvez avec un mec qui pèse quelques milliards des Émirats et qui vous dit ok, je vous choisis vous pour un super contrat à quelques millions, voire dizaines de millions, mais indirectement entre les lignes, vous comprenez que si vous merdez le projet, bon, vous n'allez pas, il risque d'avoir des problématiques autres que des problématiques financières. Bref, vous vous retrouvez embarqué dans des trucs. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que notre vie, en fait, elle peut très vite devenir un film et très vite virer sur des choses où on se rend compte que c'est tout à fait possible, quoi. C'est tout à fait possible. Enfin, là, par exemple, c'est comme si là, vous allez, je sais pas où dans Paris, traîner avec des dealers, vous vous rendez compte que vous prendre un petit coup de couteau ou un petit coup de gun, ça peut aller vite, quoi. En fait, vous vous rendez compte que dans le business, tout ce que vous voyez, genre, je sais pas, sur les gros contrats où ça se négocie, puis c'est un peu castagné, enfin, ce qu'il y a dans les séries, en fait, si vous voulez, n'hésitez pas, ça peut aller assez vite. D'ailleurs, on a eu plein d'enjeux là-dessus, avec les Émirats, des passeports qui étaient plus là, des trucs machin, bref, des choses intéressantes à traiter. Potentiellement, si vous venez dans les Linkfire, je vous raconterai ça autre que sur un épisode de podcast. Parce qu'il y a des choses, comme certaines techniques que je ne peux pas vous dire là, qu'on traite ensemble, où il faut avoir la maturité pour pouvoir l'entendre. Bref, on se retrouve sur... donc il y a ce contrat-là. Je me retrouve donc numéro 2 des opérations et progressivement, mon périmètre évolue. Et en fait, mon périmètre évolue en fonction plutôt des burn-out des gens qui étaient avec moi. C'est-à-dire qu'au début,
il y avait un directeur, des projets, donc c'était Gaël. Il avance et en fait, à un moment, il touche ses limites parce que il est enfin, on avait plein de problèmes avec notre produit, quoi. On avait un produit, on vendait des trucs qui étaient pas ajustés. Notre produit enfin, on se retrouvait à développer un truc qui était sympa sur une caisse dédiée, par exemple, à la restauration rapide et le lendemain, on devait faire une caisse de gestion, je sais pas, pour d'une animalerie avec une gestion stock énorme et un fonctionnement intégré dans des entrepôts, et cetera. Puis après, on bossait pour le groupe Casino. Puis après, et en fait, on se retrouvait, donc, comme pas mal de boîtes d'ailleurs qui sont drivées, sales driven, donc drivées par ce que vous pouvez vendre, vous vous retrouvez avec un produit qui est à la ramasse, à faire des développements produits où en fait vous savez pas où vous allez et vous savez pas qui vous priorisez parce que vous signez tous les jours, vous signez un nouveau gros client, machin. Vous êtes obligé de signer ces gros clients pour maintenir la croissance. Vos équipes, vous les passez de 60 à 200, 400, vous chopez des développeurs en Russie, vous essayez de mettre vos process pour que ce soit sous-traité. Bref, c'est le bordel, quoi. Et dans ce bordel, ça repose sur pas grand-chose pour s'assurer que ça fonctionne. Mais entre-temps, on se retrouve quand même avec des projets. Donc, on avait une cinquantaine de projets, 50, 50, ouais, une cinquantaine de projets. Et en fait, on avait notre analyse. Je me rappelle très bien bosser les trucs avec Gaël. On était là, on sortait nos 50 projets. Et donc, le projet, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait des petites modifications sur le produit. Donc, on avait par exemple une caisse normale, disons pour la restauration rapide, qui avait certaines fonctionnalités. Et disons qu'on doit déployer sur Decathlon les caisses que vous pouvez voir. D'ailleurs, chez Decathlon, chez Decathlon, ce que vous voulez, c'est une caisse où vous mettez, ou chez Uniqlo, vous mettez tous vos vêtements dans un bac et automatiquement, la caisse sait ce que vous voulez acheter. Vous cliquez sur payer, vous payez, vous n'avez pas besoin de scanner, etc. Ça, c'est une fonctionnalité supplémentaire. Mais on se retrouvait à devoir développer les toppings et les trucs de livraison sur la caisse fast-food. Et en même temps, on devait développer les puces RFID et le paiement automatique sur la caisse Decathlon, par exemple. Et en fait, quand vous faites ça, la problématique, c'est que le produit, donc il a sa roadmap. Sa roadmap, c'est tout ce qu'il va développer dans le temps. Et ben vous, quand vous voyez que, par exemple, votre caisse Decathlon, la fonctionnalité d'avoir toutes les fringues qui arrivent directement et vous puissiez faire un paiement, quand vous voyez que ça arrive dans un an, et en plus, quand vous voyez que la roadmap, elle change à chaque quarter et que finalement, cette fonctionnalité, parce qu'il y a un nouveau gros client qui arrive, elle est décalée à encore 6 mois, vous êtes dans la merde. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous partez avec vos équipes projet et en fait, vous allez faire du développement spécifique. Alors, vous faites ça quand vous n'êtes pas en capacité d'absorber la charge et de traiter tous les sujets. Après, vous pouvez, donc développement spécifique, vous allez prendre cette fameuse caisse qui a certaines fonctionnalités et vous allez partir avec une équipe projet et vous faites, OK, on développe from scratch un truc qui va permettre de faire la caisse Decathlon qui va fonctionner. Dans l'idée, vous vous dites que vous avez développé quelque chose qui peut s'intégrer dans le produit, mais en fait, vu que les normes du produit, l'évolution du truc évolue d'une autre manière, c'est un peu compliqué. Vous vous retrouvez avec de la dette, c'est pas les mêmes développeurs, c'est pas la même chose. D'ailleurs, dans ces équipes et les personnes qui ont connu toute cette aventure, toutes les nouvelles générations là, de licornes et grosses startups, que ce soit Adyen, que ce soit Miracle, que ce soit, enfin toutes les grosses boîtes que vous voyez aujourd'hui, vous avez des anciens en fait qui sont passés par Wind and e-commerce. Il y a tellement de bons profils qui sont passés là-dedans. S'il y a un truc qu'on savait faire, c'était de recruter les bons, de les former, de les faire un peu baver dans ce truc-là. Et ils sont allés après dans toutes les autres boîtes refléter ça. Surtout que, en fait, il y a des choses, moi je ne m'étais pas rendu compte de ça à l'époque. C'est que là aujourd'hui, tout ce qu'on sait et tout ce qu'on applique dans des boîtes, en fait, quand on redéveloppe en fonction de où on en est dans le développement informatique et dans le culturel ambiant, on doit trouver des solutions. Donc à chaque instant donné, on doit trouver un type d'organisation qui peut correspondre à ce qui fonctionne à ce moment-là. À l'époque, par exemple, donc à l'époque, l'agilité, le développement type Spotify en faisant des feature teams, c'était pas du tout répandu comme nous on le faisait. Du coup, il fallait que nous on réapprenne ce modèle-là en interne, qu'on puisse l'appliquer en live en regardant ce que faisaient les autres et en chopant des informations des gars qui bossaient là-bas. Aujourd'hui, par exemple, alors je ne sais pas quelles sont les confrontations, mais je me dis, en gros, avec l'IA, les équipes nouvelles, la façon d'intégrer les choses, bah, il y a toute une nouvelle façon qui existe et il y a un potentiel qu'on peut saisir aujourd'hui, mais il faut le recréer. En fait, from scratch, on est obligé de recréer ces organisations. Là, par exemple, on est par exemple en full TT, mais comment tu gardes l'énergie, etc. Bref, tu es obligé de recomprendre ce qui marche aujourd'hui, t'inspirer des meilleurs. D'ailleurs, ça, je pourrais vous en parler de nous, comment on a fait, parce que en réalité, on a eu beaucoup de casses, mais on a fait tellement de choses fantastiques. Et c'est dommage d'ailleurs qu'on ne soit pas réussi, parce que notre objectif, c'était quand même de coter la boîte. Et une boîte à 1, 2, 3, 5 milliards, c'était ça quand même notre objectif. Et d'ailleurs, je pourrais vous redire comment on voit dans ces boîtes les négociations de salaire et ce qui est important, en tout cas selon moi.
Bref, on se retrouve là-dedans. Par exemple, Gaël, à un moment, bah, à force de se prendre, parce qu'il se prenait des scuds, on avait notre tableau de 50 projets, il y avait la moitié qui était en rouge, genre c'est mort, le client va se barrer, on a des problèmes en live, je sais pas quoi, avec des problèmes en live avec des marques de luxe, où on est en charge de grosses marques du Nord de prêt-à-porter, où il y a des choses qui fonctionnent pas. Et en plus, c'est dans l'informatique, on ne sait jamais qui est vraiment responsable. Et quand vous êtes en prod, que vous faites quand même 10 000 à 100 000 ventes par jour, que le truc se plante, machin, c'est un peu compliqué. Bref, du coup, on se retrouvait ça. À un moment, il se rend compte que par rapport à et ce qui est normal, c'est que moi je le comprends parce que je l'ai vécu aussi, c'est, à un moment on a envie de faire les choses, on a envie de faire les choses bien, ça avance pas, on a ses équipes, donc il avait quand même une douzaine, entre 12 et 15 chefs de projet, vachement bien, qui bossaient pour lui, dont des gars avec qui, j'ai fait de l'IMO, il y avait, Yacine à l'époque qui était dans ses équipes, qui après a beaucoup augmenté, qui est venu faire le programme IMO là en 3 jours, on lui a trouvé un bien là qu'il voulait. Il y avait Camille, bon bref, des super profils, là-dedans. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est, bah, il s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas à faire évoluer les choses. Il s'est rendu compte que ses projets, lui, il aime faire que les choses marchent bien, bah, ça sortait pas. Qu'il avait encore bah, plein de projets en rouge et il y a un moment, même il était fatigué. En fait, il s'est donné, il bossait tout le temps. Il se rend compte que ça marche pas et alors souvent ça craque et il s'est dit: «Bon, bah, je suis pas le bon mec». En fait, c'est souvent ça. En fait, la réalisation et d'ailleurs moi je l'ai eu, mais 2 ans plus tard, vous êtes là et vous vous dites: «Bon, bah, finalement, je suis pas le bon mec». Enfin, il faut être honnête avec vous-même et moi, d'ailleurs, c'est ce qui a pu, d'ailleurs, se passer sur certains projets, Fire, qu'on a pu faire ensemble. C'est vous arrivez à un stade où vous dites: «OK, j'ai essayé, j'ai itéré». Là, potentiellement, vous êtes fatigué parce que vous avez quand même accumulé des dépassements de vous-même pendant quelque temps. L'équivalent, c'est quand vous êtes un sportif et que vous faites des blessures parce que vous avez couru ou même là aujourd'hui, vous reprenez, vous courez à 12 kilomètres, vous arrivez à courir 12 kilomètres, vous faites ça pendant une semaine et puis là, vous avez un peu trop forcé, bon, bah, ça craque et puis c'est normal. Et d'ailleurs, quand vous êtes sportif, vous apprenez à vivre avec ces craquures. Quand vous faites du business et que vous avez des boîtes, vous apprenez à vivre avec ces cassures qui sont des cassures, des potentiels mini burn-out, mini phase dépressive. Vous apprenez à vivre avec ça parce que c'est votre blessure, de sportif. Demain, vous faites du sport, vous faites du tennis, ça dépend comment vous gérez ça. Vous êtes très forte chance à un moment de vous faire un peu mal quelque part. Ce sera pas grave, mais il faut le gérer, quoi. Et c'est ce que vous devez apprendre. Dans le business, j'ai quand même l'impression que vous avez ce truc de mini cassure. Il faudrait que je regarde plus de choses. D'ailleurs, je vais creuser le sujet sur Musk qui prend quand même de la kétamine, toutes les 2 semaines parce qu'il est dépressif, le mec, à certains moments. Et moi, je comprends tout à fait pourquoi il est dépressif et après, je me rends pas compte si c'est la bonne solution. Bref, du coup, à ce moment-là, il y a Gaël qui craque. Et je me rappelle, il vient me voir et en plus, on était en compétition parce qu'à l'époque, il était en fait directeur des opérations que j'avais pas compris. Et en fait, moi, j'étais une évolution de son rôle. Et contrairement à lui, moi, j'avais pas passé plein de temps à prouver que des projets allaient sortir. Enfin, lui, il avait fait une phase de boîte. Donc, moi, j'arrivais. Donc, il y avait de la compétition. On se tirait un peu dessus, mais on s'appréciait beaucoup. Et puis là, maintenant, vraiment, c'est un bon pote. C'est un bon pote. Du coup, il s'en va. Du coup, moi, je me retrouve ben, directement. C'est pour ça que je dis souvent que je suis un peu le mec qui gère les emmerdes. Je me retrouve à gérer en direct mes autres périmètres. Donc, j'avais déjà à l'époque une équipe, moi perso, de 4 personnes, plutôt sur des sujets strat et des sujets transverses. Puis, je me retrouve avec ces 14 chefs de projet. Et on me dit, tiens, voilà, il y a ce mec, parce qu'en fait, il avait la technique du DG, donc Ismaël, il savait quand les gens allaient craquer. De toute façon, ça se voit si vous êtes, enfin, ça se voit si vous êtes bon pour voir enfin, vous le sentez, quoi. Vous sentez quand des gens sont bons et qui vont craquer. Il y a des moments où vous vous trompez, mais en tout cas, vous voyez que les gens vont craquer. Du coup, il y avait déjà un autre mec qui allait pouvoir venir et gérer les projets. Donc là, il y avait une phase très courte de transition entre Gaël et un gars très bien qui a repris la suite, d'ailleurs qui a fait la nouvelle star. Je ne donne pas plus d'infos sur lui, mais en tout cas, il a fait Supélec, la nouvelle star, et il est venu gérer les projets. C'était un gars très bien aussi. De toute façon, tous les gars qu'on a recrutés, finalement, il y a eu très très peu de ratés. Enfin, ratés sur leur éthique de travail, leur potentiel et leur envie de faire marcher les choses. Et ce mec-là, il reprend la partie projet. Dès le début, en fait, il y avait toujours cette phase un peu de séduction parce que vous arriviez à un poste que vous n'aviez jamais eu avant. En fait, on avait un processus de sélection où on prenait des gens à fort potentiel qui étaient capables, en gros, de se buter au taf, quoi. Donc, on prenait des gens comme moi, d'ailleurs, 27, 29 ans, qui avaient achieve des trucs dans leur vie, mais qui n'avaient pas encore tout achieve. C'est-à-dire qu'il manquait un truc et qui avaient la niaque et qui avaient les dents qui riaient le parquet pour aller taper dedans et sortir le projet d'après.
Si vous voulez construire une startup, c'est comme construire une pyramide. Vous voulez des gens qui vont se défoncer pour faire sortir les projets. Vous voulez dans votre boîte, surtout quand. Donc là, c'est une scale-up. Donc notre objectif, c'était quand même de passer. Donc là, on avait 30, après on avait levé 100. C'était vraiment de l'emmener au milliard et d'être coté. Vous voulez qu'à chaque poste de votre boîte, vous avez un gars qui considère la boîte comme sa boîte et qui va se défoncer dans son périmètre pour en faire une petite TPE, PME avec ses 20, 30 mecs et qui va tout déchirer. En fait, c'est ça que vous voulez comme profil. Et quand vous bossez avec des gens comme ça, c'est vraiment fantastique. Et ce mec-là, il arrive, il se retrouve avec les chefs de projet. Donc au début, j'essaye avec la maturité et le gars qui est en face de vous, et vous le savez, quand vous avez des gens qui sont très smart, qui ont bien réussi en face de vous, il faut trouver des bonnes façons de communiquer, il faut trouver le bon dialogue. Vous savez jamais si vous allez, en plus c'est une boîte politique où ça se tirait dessus. Moi, je me faisais tirer dessus par le directeur financier qui avait juste envie de me virer. C'était son jeu de la journée, puis qui avait une maturité. Il avait bossé chez Intermarché, il avait viré, je sais pas, 1000 ou 2000 personnes. À un moment, il y avait une réunion chez Intermarché Allemagne, je crois, où ils avaient ramené la tête du CEO avec un cercueil. Enfin, je crois que c'est la CGT de là-bas qui avait ramené la tête du CEO avec un cercueil et sa tête avec un cercueil. Vous imaginez, vous avez une grande salle et le mec arrivé avec le mec à la tête d'un cercueil. Bon, ce mec-là, il a aussi plein de trucs de bons et plein de trucs de moins bons. Il a une réputation pas ouf. Mais c'est un mec qui avait pas mal de trucs intéressants, quoi. C'est comme partout. Il y a souvent des mecs qui ont des mauvaises réputations. Ils ont des trucs à apporter. Après, en fait, ils servent, et j'ai mis longtemps à comprendre ça, c'est comme dans la politique, les gens ont une utilité particulière dans un système. J'en discutais l'autre jour avec mon père, et il m'a dit, il y a dans toutes les... on voit ça chez les fourmis, on voit ça dans toutes les civilisations, il faut forcément ces éléments un peu toxiques qui vont foutre le bordel. Si ces éléments qui foutent le bordel, où on croit que ça ne va pas vers la solution, moi je suis un mec, à la base, je suis très pragmatique. Je me dis, OK, on va aller dans telle direction. Je comprenais pas la politique parce que pour moi, je suis là, OK, il faut faire ça, on le fait. C'est quoi tes enjeux? C'est quoi ça? Je comprenais pas pourquoi les gens ils se battaient, pourquoi il y a des enjeux de pouvoir, des enjeux machin. Même si j'étais un gars où indirectement, j'avais envie de ce pouvoir, j'avais envie d'être à la direction, de pouvoir prendre les décisions, ce qui est pas forcément. Enfin, c'est un truc que je voulais vivre à ce moment-là, quoi. Aujourd'hui, je suis pas. Aujourd'hui, je vois les choses différemment. Alors, c'est peut-être la maturité, c'est peut-être ce que j'ai fait. Mais en tout cas, à l'époque, c'est ce que je voulais, quoi. Et en gros, si vous n'avez pas ces petits éléments dans les écosystèmes qui foutent le bordel, votre écosystème ne tient pas. La pérennité du système repose sur ces éléments parasitaires qui vont qui vont taguer des murs, qui vont faire des choses, et, même les SDF dans la rue. En fait, tout ça fait que le système fonctionne et tient. Ça, je n'avais pas compris à l'époque. Du coup, je me retrouve avec ce gars qui, franchement, qui était vraiment pas mal en projet. Il commence sa lune de miel. Alors, c'est un schéma assez classique qu'on retrouve indirectement dans des techniques de manipulation. Et en fait, comment ça marchait à l'époque, cette boîte? On vient vous chercher. Donc, vous imaginez, vous avez un mec qui est super successful, tout le monde en parle, il avait plein de thunes, il a un super projet, on a des super clients, on avait tous les clients du CAC 40, les meilleurs projets de digitalisation, on les avait, quoi. Donc, on vient vous chercher pour vous proposer un taf que vous n'avez jamais eu. On vous dit, tu seras rémunéré plus que ce que tu as jamais gagné, et ton potentiel de rémunération, parce qu'on va coter la boîte et ça va aller très loin, tu vas te faire concrètement ce que tu veux dans ta vie pour être bien par rapport à ton objectif. Je me rappelle très bien la négociation de mon salaire à l'époque. Il m'avait dit, écoute, qu'est-ce que tu veux? Voilà les plans de la boîte, voilà où on va aller. Je lui dis, écoute, moi à la fin, je veux sortir avec minimum 5,5 millions et j'ai besoin de je sais plus combien, 150 200 000 par an pour vivre, quoi. Pour que l'argent soit pas un problème dans ma vie, courante, tous les mois, quoi. Et du coup, j'ai eu, donc on m'a dit: «OK, on va te donner le nombre de parts donc de vesting shares pour que tu donc de stock options pour que tu puisses à terme, quand on a fait notre plan, sortir avec tes 5,5 millions et quand la boîte sera cotée, c'est-à-dire en 3 ans». Et oui, et puis après moi j'ai dit: «Moi je m'engage sur 3 ans. Je ne peux pas m'engager sur plus que 3 ans. Voilà, moi j'ai un cycle de 3 ans là, je fais 3 ans avec toi, et après, go, je sors. Plus que 3 ans, je sais pas. Donc après 3 ans, on fait un point, on voit comment ça se passe et de toute façon, nous tous les 6 mois moi tous les 6 mois, je fais un point. Si tu te rends compte que je suis pas le mec pour faire ça et qu'il y a pas la perf, je sors, on trouve une solution et faisons tout pour que le business marche». Toujours, très focus business d'ailleurs. J'ai jamais quitté cette mentalité. Et du coup là, on me dit: «OK, tu auras tant de vesting shares et après tu auras tant de salaire et cetera. Tant de rémunération et voilà comment ta rémunération sera structurée, machin». Du coup, ça d'ailleurs, c'est une façon de négocier, aujourd'hui, moi je serais enfin, c'est très exigeant de négocier comme ça, mais la plupart des personnes où vous en êtes dans votre vie,
je vous conseille fortement de vous mettre dans une position où vous pouvez générer tellement de valeur dans une boîte et peu importe ce que vous faites, en fait, vous pouvez générer cette valeur pour avoir cette approche salaire equity. Et si vous avez envie de vous défoncer et d'avancer, c'est une version très US. Encore hier, j'étais sur une négociation à peu près similaire sur un autre cadre de projet, plutôt de prise de participation dans une boîte. Bon, j'ai quand même du boulot à faire parce que j'étais en train de négocier ça avec, un autre type de génération, des gars qui connaissent pas ça, qui viennent d'un autre milieu, qui ont plutôt la cinquantaine. C'était dur. Donc là, ça passe pas pour le moment. Il faut que je vois, ce qu'il faut que d'ailleurs, faudrait que je me renseigne pour mieux négocier parce que là, je suis un peu, en fait, vous parlez avec moi, de quelque chose comme ça. Un moment, quand je commençais à envisager de vendre des formations et des coachings sur l'IMO. Un mec était venu me voir, il m'a dit: «Écoute», un mec très bien, qui habite à Lisbonne. Il m'a dit: «Écoute mec, moi je m'occupe de ton acquisition. J'ai déjà fait ça pour tel mec. On fera des pubs sur Insta, je m'occupe de ton contenu, de tes tunnels de vente et tout», ce que je savais pas faire à l'époque. Il m'a dit: «Tu auras juste à faire ce que je te dis, à les filmer et je prends, 45 de ce que tu gagnes et je prends à ma charge, les coûts d'acquisition, les budgets pub». Moi, je lui ai dit: enfin, à l'époque, je lui disais: «Moi, je vais faire 1 million par an. Je vais faire entre 1 et 2 millions par an», je crois. C'était mes objectifs à l'époque, avec juste les formations coaching que je voulais développer. Et ce mec-là, quand il m'a proposé ça, je me suis senti mal. Je me suis dit: «Putain, je vais filer», c'est comme si je filais 45 de ma boîte à ce mec-là, est-ce que ça vaut le coup et tout? Et en réalité, moi, je lui ai dit: «Écoute, go quoi, go». J'étais bloqué là-dessus, c'est mieux de donner 45 de faire une évolution de sa vie, d'apprendre avec quelqu'un qui sait faire les choses, qu'il a déjà fait pour d'autres et pour tout défoncer et go, tu fais 550 000 balles, par an, de cash de cash. Ça dépend après quels sont tes coûts. Attention, parce que, bah, par exemple, nous, dans les coachings IMO, vous avez quand même des coachs. Moi, je suis quand même là pour vous répondre. Vous avez des coachs qui vous accompagnent et donc les coûts associés sont quand même potentiellement plus importants. Bon, après, ça dépend de votre produit. Si vous vendez juste une formation en ligne, que vous n'avez pas d'autres coûts associés, bon, je pense que ça se vend un peu moins bien ou c'est plus dur à vendre aujourd'hui. Mais en tout cas, si vous faites, bon, ça dépend de la structure de votre produit. Et bref, et finalement, j'ai pas avancé avec ce mec-là et ça, c'est intéressant parce qu'il a vu qu'encore une fois, j'étais dans une phase de ma vie que j'essaye de quitter, mais avec une frénésie de projet où je multiplie ce que j'ai toujours eu d'ailleurs, qui est je pense, mon plus gros défaut. Ouais, ça doit être une qualité, mais j'ai toujours eu un taf, une boîte à côté, un autre projet, cette envie de créer d'autres choses, cette envie de multiplier les projets. Ce qui finalement aujourd'hui, là où je me retrouve, c'est quand j'accompagne des gens qui font des projets, j'ai l'impression que je fais les projets avec eux, mais moi, je ne fais pas le projet, donc finalement, ça me charge moins et j'ai moins de responsabilités. Donc quand je rachète une boîte avec vous, généralement, bah, c'est vous qui allez c'est votre boîte après, c'est vous qui allez la développer. Donc moi, je fais tout comme si c'était la mienne, mais derrière, j'ai pas la charge comme, j'ai pu me retrouver avec, dizaines de boîtes, une quarantaine de sites ou je sais pas quoi. Enfin, ça traduit juste je sais pas, mon énergie de création ou je sais pas quoi. Mais après avoir vécu d'ailleurs l'histoire dans cette boîte de Win dont je vous parle, je comprends l'énergie que j'avais et que je pouvais appliquer dans plein de projets derrière, quoi. Bref, donc cette négociation de salaire, je me retrouve donc ce directeur projet nouveau qui se retrouve à gérer, donc ces 12 chefs de projet, c'est 14 même. Et là, j'essaie de l'accompagner comme je peux, j'essaie de voir qu'est-ce qu'il va réussir à faire. Donc il cherche quand même, il temporise, on a des sujets avec Chanel, on a des sujets un peu partout. Il temporise, il sort les projets, donc il y en a quelques-uns qui sortent, mais ça commence à toucher en fait. Il y a donc dans cette technique un peu de manipulation dont je vous parlais, et faites attention à ça si vous avez des personnes qui sont fortes en face de vous. Je vous rappelle qu'on a tous des personnes qui sont plus fortes en face de nous et généralement, on a besoin d'être en face de ces personnes-là pour nous aussi évoluer. Et en fait, la technique de ce mec-là, c'était l'amour, le rejet et voir qui reste. Donc, vous arrivez dans une boîte, vous arrivez à passer du temps avec lui. Il est disponible pour, donc le DG de la boîte, il est disponible pour vous dire ce que vous pouvez faire. Il va vous aider, il va vous écouter, il va vous dire que ce que vous faites, c'est bien, etc., etc. Donc, ça crée une relation, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez entendu, et en même temps, on vous dit de bosser, quoi. Donc, il y a cette phase, et vous vous rendez compte que vous êtes un peu unique, parce que vous vous rendez compte que les autres, par exemple, vous êtes 12 au CODIR, vous vous rendez compte que vous êtes l'un des seuls qui a un contact privilégié avec cette personne-là, et vous vous rendez compte que vous, il ne vous dégomme pas en public, mais les autres, il va les dégommer en public et potentiellement leur dire que directement, c'est des merdes. Genre, vous êtes là au milieu de 12 personnes et vous avez un mec qui vous dit: «Mais toi, t'es une merde». Et vous êtes, et c'est de l'humiliation publique. C'est des trucs. Alors, c'est terrible, il faut faire gaffe parce que une fois que vous avez fréquenté, j'ai eu des problèmes à cause de ça d'ailleurs, c'est une fois que vous avez fréquenté, c'est comme si vous connaissez une enfance où
vos parents, je sais pas, votre père, il tape votre mère, quoi. Bah, vous êtes né là-dedans, donc peut-être qu'intégralement, vous avez intégré quelque part que vous pouvez taper des gens, ou c'est violent. Quand vous vivez ça au quotidien, qu'un codir, on peut se permettre d'exprimer ça et d'être comme ça, faut faire gaffe, vous aussi, de pas, de temps en temps, vous redevenir un peu comme ça. Et ça a été un gros sujet quand j'ai changé de boîte et que j'ai rejoint Yuan chez Wind et chez Bankin et Bridge, où les mecs m'ont dit, écoute, mon gars, t'es un mec super, on pense que t'es un ouf. Par contre, on a peur que, on comprend pas qu'un mec comme toi ait été dans une boîte comme ça, et on veut faire vachement gaffe que nous ici, enfin, c'est pas la même éthique de travail chez Bridge et Bankin que ce qu'on avait chez Win, quoi. C'est pas, je pense que, comme d'hab, il y a du bon positif partout, et je pense que le mix des deux, en fait, est ce qui est parfait et ce que j'ai essayé de faire. Mais du coup, ça peut aussi vous changer. De toute façon, vos relations, ce que vous faites au quotidien peut vous changer. C'est comme si vous commencez à boire un verre de vin tous les soirs, puis deux. Bon, bah, ça va vite pour que finalement vous deveniez accro, etc. Donc je me retrouve donc dans ce codir. J'essaye d'accompagner comme je peux avec les outils que j'avais. Enfin, je fais du mieux que je peux pour accompagner ce directeur projet, comme pour accompagner les directeurs qu'on avait à Dubaï, qu'on avait en Thaïlande, en essayant de leur expliquer un peu ce qui allait se passer, et expliquer aussi ce fonctionnement, du coup, de créer une relation où vous créez cet environnement. Donc, vous êtes le DG de la boîte, vous créez beaucoup de liens avec le nouvel arrivant, vous l'écoutez, vous le valorisez. À côté de ça, vous dévalorisez d'autres. Et à côté de ça, vous allez expliquer à ce nouvel arrivant que d'autres veulent prendre sa place pour que l'autre se crée des ennemis avec les autres. Du coup, vous imaginez, moi j'étais manager d'un mec, je savais qu'il passait par cette phase-là où le propriétaire de la boîte allait lui dire qu'il était fantastique, que c'était vachement bien ce qu'il faisait, qu'il allait, bon, bah en fait, bah, juste, en fait, en gros, bien le gérer, en fait. Sauf que ça devrait rester comme ça. Sauf que moi je savais très bien que cette phase, ça dure 4 mois, enfin ça dépend, ça dure généralement 4 mois, et qu'après il allait se faire défoncer, quoi. Et qu'il allait avoir ce retrait affectif, ce retrait de lien, en fait, où donc vous faites cette phase de 4 mois, et au bout de 4 mois, on vous parle quasiment plus, on commence à vous humilier en public, on vous explique que ce que vous faites, c'est de la merde, qu'il faut faire mieux, et on vous explique que, en fait, il faut vraiment se défoncer, etc. Et du coup, ce schéma donc de 4 mois de création de liens, puis après de 2 3 mois de défonçage direct, et après, bah, généralement, là, les gens, en fait, ils craquent, quoi. Au bout de 6 mois, les gens, je comprends, parce qu'on est dans un truc de manipulation pure. Donc, non seulement, alors vous imaginez, vous avez ça, vous prenez des gars qui sont un peu perfectionnistes, vous prenez des gars qui sont franchement, intellectuellement, je pense au top, qui en plus se défoncent pour le taf. C'est-à-dire qu'ils y vont, ils comptent pas leurs heures, et ils sont en plus, enfin, vous recrutez des gens pour qui le travail, c'est ce qui est vachement, vachement important. En fait, vous prenez les profils qui ont le plus de facultés à faire de burn-out et à vriller. C'est les personnes qui veulent bien faire le taf, des personnes qui sont OK pour relever des challenges, et des personnes qui sont OK pour avancer et qui ont réussi dans leur vie à relever des challenges et avancer. On avait des mecs du BCG, on avait des polytechniciens, on avait des centraliens, on avait des mecs qui avaient fait des grosses boîtes, on avait des mecs qui avaient vendu des grosses boîtes. C'était ça, notre pool. C'était pas. Là, en fait, on arrivait à ce niveau de. En fait, vous pouvez retrouver ces structures à n'importe quel niveau. Vous pouvez les retrouver avec des personnes. Le plus terrible, c'est quand vous avez des personnes qui un peu galèrent dans leur vie et n'ont pas les outils pour faire face à la vie. Et en plus, vous leur mettez du management qui ressemble à ça. Ça, c'est horrible. Voilà. Mais vous pouvez le retrouver à n'importe quel niveau. En politique, c'est la même chose. Alors, bon, je ne sais pas, il faudrait que je regarde un petit peu plus les livres politiques sur comment Mitterrand était, comment potentiellement Macron est, comment il fonctionne comme ça avec des personnes qui ont des gros parcours, des gros égos et des grosses responsabilités, et qui atteignent des postes qui sont quand même, enfin, les postes de direction, enfin, des postes où on se transforme, en fait, où on représente énormément de personnes. Ce que je veux dire, c'est ce gars-là, du coup, vit ce cycle-là, et au bout de, je sais plus, 5 ou 6 mois, en gros, en plus, il s'était pas. Bon, bref, il se barre. Donc, je me retrouve avec 14 chefs de projet en direct en plus. La DRH, c'était pareil. Un sujet, alors normalement, j'avais pas accès, il y avait des segmentations d'informations, donc j'avais pas accès à toutes les informations financières, et j'avais pas accès à toutes, du coup, et j'avais pas accès à toutes les informations RH. Mais bon, la DRH, pareil, au bout d'un moment, elle tient plus, elle se barre. Donc, je me retrouve avec les DRH à gérer. Et après, je me retrouve avec le marketing à gérer. Donc, en fait, indirectement, puis après, je me retrouve avec les sales à gérer, parce que
il y avait 2 types de sales. Il y avait sales strat avec un gars qui était super, qui s'appelle Sébastien, d'ailleurs qu'il faut que je revoie, bientôt, qui est vraiment un gars exceptionnel, un ancien du BCG, hallucinant. Franchement, ce gars m'inspire, beaucoup. Il faut que je vois ce qu'il fait aujourd'hui. Un autre gars, qui est un bon pote maintenant, qui s'appelle Clément, qui a monté une boîte, dans les sales, et ben, lui s'était barré aussi, pareil. Du coup, je me retrouve avec ces équipes à gérer. Et puis je me suis retrouvé avec, pareil, le directeur produit s'était barré, donc je me retrouve à gérer le produit, à devoir recruter les nouveaux profils, s'assurer que ça fonctionne. Et du coup, en fait, mon périmètre a évolué comme ça, donc je me suis retrouvé progressivement à récupérer un peu tout le périmètre. Pourquoi? Parce que moi, j'arrivais à tanker le truc. Ce qui m'a permis de tanker ça, je pense que c'est, je sais pas, l'ambition de faire, ce que je voulais faire, et aussi en fait, je pense que j'ai pas mal, dans mon enfance, en fait, enfin, même globalement, dans ma vie, j'ai souvent énormément galéré, quoi. J'ai vraiment été dans des situations de merde prolongée, que ce soit, quand même, quand j'étais petit, mes parents ont divorcé, j'avais 5 ans, ils n'arrêtaient pas de s'engueuler tout le temps. Après, ma mère, qui est une femme exceptionnelle, était quand même un peu dépressive et un peu violente verbalement. Alors, elle m'a jamais, frappé, mais physiquement, ça pouvait être quand même un peu compliqué. Du coup, j'ai quand même vécu ces phases un peu dures, et sur du long terme, en fait, donc où j'avais pas forcément de solution pour m'en sortir. En fait, c'est un truc particulier. Soit il y a des et d'ailleurs, c'est faut faire attention parce que je peux avoir tendance à rester dans une situation vraiment de merde. Mais vraiment, ça va mal, les trucs vont mal, il y a de la violence, il y a de la violence verbale, il y a de la pression sur les gens, et en fait, je peux rester dedans au lieu de la majorité d'entre nous, enfin, des personnes qui sont saines d'esprit vont s'en sortir. Alors, il y a une notion de réussir à faire face à ce genre de situation où je pense qu'il faut qu'on apprenne ça et à trouver la bonne décision pour s'en sortir. Et ça, je pense que c'est un degré que j'essaye d'arriver à atteindre. Et il y a l'autre phase où vous êtes tellement habitué à vivre ce genre de truc qu'en fait, au lieu d'essayer de trouver une solution pour vous en sortir, vous êtes capable de rester dans une situation de merde super longtemps. Et en réalité, on est tous capables de rester dans une situation de merde super longtemps. Votre couple marche pas, c'est la merde, vous restez. Votre job marche pas, vous restez. Vous avez fait un invest, ça arrive, ça marche pas, vous restez. On a toute cette faculté, je sais pas, à accepter, de bouffer tous les jours, un paquet de merde et de rester là-dessus. Alors que non, la vraie solution, c'est d'avoir le courage de dire stop et d'arrêter. Donc heureusement, de temps en temps, et je remercie Martin sur, pas mal de sujets, dont celui-là où, de temps en temps, quand ça marche pas, en fait, la problématique quand vous êtes entrepreneur, c'est que toute votre vie repose sur votre faculté à vous sortir de la merde et à sortir votre prochain coup. C'est ça votre faculté d'entrepreneur. Ce qui fait que l'entrepreneur, lui dire qu'on arrête quelque chose, c'est très très dur pour lui. Parce que ça veut juste, c'est remettre en question sa faculté à faire que la vie sera ce qu'il a décidé dans sa tête. Mais de temps en temps, il faut décider d'arrêter parce que le truc ne va pas, il y a trop de pression, ça ne marchera pas. C'est ce qu'on a décidé, sur différentes boîtes qu'on avait ensemble et différents projets. On s'est dit: «OK, là, on arrête, on pourra les reprendre plus tard, mais là, on est en train d'avoir un truc qu'on temporise qui ne marche pas, faut le sortir, il faut se concentrer, il faut revenir sur des trucs où on est bon, il faut refaire du cash là-dessus, faut gagner, ce qu'on a gagné d'ailleurs, des procès avec l'État, qui nous a bousillé des trucs, bref, on fait les trucs, on gère aussi, on gère toutes les emmerdes qu'on a pour repartir sur quelque chose de nouveau, quoi. Avec la connaissance qu'on a aujourd'hui et nos capacités et notre énergie, parce que ça, c'est un autre sujet, j'en ferai un autre épisode, mais votre capacité, votre énergie, elle va tellement varier. D'ailleurs, je vais vous dire concrètement ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui et pourquoi je pense et ce que je vois aujourd'hui et comment je ferai les choses différemment, sachant que j'ai pas la science infuse et vous le savez totalement parce que de toute façon, je vous raconte tout ce que je pense. Donc à mon avis, maintenant, vous savez tout. Donc je me retrouve dans cette boîte et donc il y a des moments, bon, c'était la dèche, on n'a plus de thunes, on a dû négocier, il y avait, alors je retiens quand même pas mal de choses de ce mec-là. Ce qui était, je retiens déjà que les avocats, je me suis retrouvé, un jour, j'étais dans les bureaux, mon boss me donne rendez-vous dans une salle de réunion. Je vais dans cette salle de réunion, je me retrouve en face de alors j'étais en charge de tous les projets de la boîte à cette époque et j'avais du coup une cinquantaine de projets. Et là, je me retrouve dans une salle. Donc, on était dans les tours Mirabeau à côté de la tour Eiffel. C'est des tours qui sont en étoile. Alors, si vous avez déjà eu des bureaux en étoile, là, vous pouvez dessiner une étoile sur une page et imaginez, vous êtes à une extrémité d'un bout de l'étoile, vous voulez à l'autre extrémité du bout. C'est un enfer. Et en plus, vu que tous les trucs se ressemblent, c'est un enfer ces bureaux. Franchement, quand on a pris ces bureaux, on avait un super deal de prix. Mais par contre, n'allez jamais bosser. Alors, sauf si vous avez un petit bureau, mais n'allez jamais bosser dans des bureaux en étoile quand vous prenez tout un étage, je sais pas, 400 mètres carrés, même plus, peut-être 1000 mètres carrés pour mettre vos équipes, quoi.
Et du coup, il m'envoie dans ce bureau, je me retrouve dans le bureau et là, je me retrouve en face de il y avait trois ou 4 personnes en face de moi et là, je m'assois, je dis bonjour à tout le monde, je les connaissais pas et là, je me rends compte, le mec me dit: «Bonjour, donc on est là pour», donc il y a un mec qui prend la parole, il me dit: «On est là pour le cas de litige sur ce projet-là, machin». Il me donne un nom de code, machin. Putain, il me parlait d'un projet, donc j'étais en charge de tous les projets. Le boss m'avait juré qu'il ne prenait plus de projets autres. Il s'était démerdé pour re-signer un projet, se faire une équipe shadow en plus avec, d'autres personnes pour sortir un nouveau truc. Et là, je me retrouve comme une merde à leur dire donc à gérer le truc: «Ah oui, donc est-ce que vous pouvez me donner, le détail et tout?» Enfin, je dis pas que j'étais enfin bon, je joue le truc comme quoi, je savais pas si le boss, il allait venir. De toute façon, souvent, il me donnait des rendez-vous, il venait jamais. Alors vous, si vous étiez 5 minutes en retard, vous vous défoncez la gueule. Par contre, lui, il pouvait venir ou pas venir d'ailleurs. Et là, je me retrouve dans cette salle avec les mecs qui commencent à me déboîter parce que, il y a eu plein de problèmes et cetera. Alors moi, écoute active, hein, donc j'écoute, je relance et tout, mais avec alors moi, j'étais fatigué. En plus, à cette période-là, j'avais une façon de bosser. Je me levais à 4 heures du mat, j'arrivais au bureau à 5 heures et je rentrais chez moi pour 19 heures parce que ma copine de l'époque, je pense qu'elle m'a sauvé sur beaucoup de choses. Elle m'a sauvé de mon ambition, je pense. Elle m'a sauvé de pas mal de mes démons aussi et elle m'avait dit: «Écoute Victor, OK, enfin, ton objectif dans la vie, c'est de fonder une famille, c'est d'avancer. Là, aujourd'hui, ce que tu fais, ça va pas le faire et du coup, OK pour que tu prennes ce taf-là, mais par contre, moi, je veux qu'à 19 heures tous les soirs, tu sois rentré à la maison et qu'on dîne ensemble». Et moi, je voulais tellement pas qu'elle me quitte. Je voulais tellement rester avec elle parce qu'elle était tellement vitale dans mon équilibre à l'époque, de ma façon de me forger que, bah, j'avais imposé ça alors que bah, d'ailleurs, c'est un des trucs qui m'a fait, détester le M&A, c'est que j'étais pas en capacité d'imposer mes besoins vitaux en M&A. En fait, ça, c'est un gros truc, c'est de comprendre quels sont vos besoins vitaux, vos besoins minimums pour, survivre à une situation, pour l'imposer à votre taf. Ça, j'avais pas compris en M&A. Du coup, moi, ouais, 4 heures du mat, ouais, un nouveau projet, pas de problème, mais n'importe quoi, mec. Je fonçais tout droit vers l'implosion, quoi. Et dans ce projet-là, du coup, dans cette boîte-là, en fait, du coup, pour pouvoir, traiter l'ensemble des sujets qui étaient intraitables, de ce que j'avais, ce que j'ai fait, c'est, je suis, simplement, bah, je rentrais tous les soirs à 19 heures, mais je me levais à 4 heures du mat pour commencer ma journée. Du coup, je commençais, j'étais explosé, là, je sais pas quelle heure il était et donc je commence à me faire défoncer, donc j'écoute, le mec d'une violence d'ailleurs, j'ai jamais vu, un avocat violent, des clients violents. Bon, je peux comprendre, ils étaient pas contents. Donc j'encaisse tout le truc et je suis assez sensible, en fait, à tous ces sujets, quand il y a de la violence, quand il y a alors il y a 2 de mes sœurs qui sont convaincues que dans la famille, on est tous hypersensibles. Bon, après, je sais pas trop, en réalité, je peux le comprendre. Après, faudrait que je creuse ça. Bah, d'ailleurs, je creuserai. Je vais peut-être trouver quelqu'un qui parle très bien de l'hypersensibilité pour, traiter un peu le sujet. Parce que bon, je pense qu'il y a plein de noms comme ça, c'est comme HPI, hypersensible, il y a plein de noms où en fait on va, je sais pas, j'en discutais, d'ailleurs avec Christophe, qui a un gars hyper frugal et qui a quelques millions en crypto. Vous avez ces épisodes de podcast, n'hésitez pas à écouter les premiers, où on discutait un peu de ces sujets-là. Après je sais pas, ça flatte l'ego, ça donne ça met des cadres où en fait on comprend pas réellement est-ce qu'on saisit vraiment la profondeur? Je ne sais pas, bref. Et là, je me rappelle, il y avait un gars, qui s'appelle Antoine, c'était un de mes gros alors c'était un des gars, les plus politiques de la boîte. Qu'est-ce qui m'a fait chier, putain, il avait toute son équipe, en parallèle pour gérer des projets et mais excessif il était vraiment très bon, quoi. Le mec était vraiment très bon sur plein de trucs, mais par contre, c'était vraiment, un politique qui pouvait te sortir des sujets qui négociait, plein de machins. Il me voit parce qu'il y a des petites fenêtres dans les portes, de l'époque là. Il me voit, il ouvre la porte, il fait: «Victor, attends, j'ai un sujet», il voyait que j'étais un peu pâle parce que ça faisait, 30 minutes et je sais pas trop comment gérer le truc. Je m'en prenais plein la gueule, je sors, il me fait: «Victor, mais, ça va, qu'est-ce qui se passe et tout?» Donc je sors de la salle et là je lui dis: «Bah écoute, je sais pas du tout ce qui m'arrive, ça fait 30 minutes que je me fais dégommer. Je sais, le projet, je le connais même pas. Je sais même pas quels sont les enjeux et les risques. J'essaie de choper les infos» et Ismaël est censé se pointer. Il m'a dit: «Ouais, mais tu veux, qu'est-ce que tu veux faire?» et cetera. Bref, j'ai pas forcément la maturité de gérer tout ça à l'époque, mais comme tout, hein, comme demain, vous faites un nouveau truc, vous rachetez une nouvelle boîte, je sais pas, vous vous séparez, vous êtes en divorce, machin. Plein de phases dans votre vie où vous avez pas forcément vous avez, comme ce que j'ai eu, quand j'étais au Kenya, une attaque terroriste, vous savez pas forcément gérer ces trucs-là, quoi. Et bref, je retourne dans la salle, là, mon boss de l'époque arrive et là, le gars, en fait, pour moi, ce que j'avais comme vision de l'avocat avant, c'était vraiment, le mec.
tu peux rien lui dire, le mec est expert, il est hyper doué et puis là, mon boss arrive, il défonce l'avocat, il change le truc des clients, il change leur réalité, paf, il règle tout, l'avocat il dit plus rien et voilà. Du coup, là, j'ai appris avec lui que les avocats, en fait, la plupart d'entre eux, ils ont même pas le temps de bosser les dossiers, ils comprennent pas grand-chose et que la plupart d'entre eux, en fait, ils ont même pas l'expertise dessus, donc voilà, c'est ce que je vous dis sur, l'ensemble. Après, qu'est-ce que j'ai pu apprendre de lui? Ouais, qui en fait, il avait plein de en fait, ce qui est intéressant, c'est de fréquenter des gens qui ont fait des choses un peu exceptionnelles et là, moi, je pense que lui, il a quand même fait des choses exceptionnelles, se rendre compte qu'ils ont vachement de failles et que c'est des gens normaux et on s'en rend pas compte de l'extérieur comme Musk, en fait. On se rend pas compte de toutes ces failles et à quel point c'est un mec normal, même s'il est, je pense, dans bah, il fait des choses extraordinaires et pareil dans les politiques, pareil tout le monde pour revenir. Moi, j'ai un peu de mal, mais ça doit être ma je sais pas, mon je pense que Martin s'en sort beaucoup mieux comme ça, mais moi, je vois les gens et je sais pas, je vois un truc qui n'existe pas en fait, c'est pareil, mon ex me disait que je voyais pas les corps des gens, c'est vrai, en fait, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à voir quand je vois quelqu'un, j'arrive pas à l'imaginer à poil quoi ou voir s'il est il est gros ou pas gros. En fait, mon cerveau, ou je sais pas, je sais pas, il y a des trucs comme ça, je m'étais même pas rendu compte que je voyais pas ça et bref, du coup, toute cette boîte, on finit à un moment donc c'était la merde, on avait plus de thunes. On avait des beaux projets qui devaient sortir, on avait du retard, on avait du mal à payer des freelances, on négociait pour échelonner les prix. Voilà, un autre truc que j'ai appris d'ailleurs, c'était dans les négos, mais sur des trucs à la con, il me disait, je sais pas, il y avait un truc qui coûtait 3000 balles, alors que, enfin, franchement, j'étais sur des dossiers, on burnait, je sais pas, 500 000 balles, 1 million par mois, en tech, en dev, sur plein de choses, quoi, avec plein de projets, voilà. Et à des moments, je devais acheter des trucs à 3000 balles. Il me disait: «Ouais, Victor, ce truc-là, 80 balles, tu l'as à 1 500, sinon tu reviens pas demain, ça sert à rien». Putain, et je devais me battre sur un truc à enfin bon, c'était un truc à 3000 balles alors qu'à côté, j'aurais pu négocier un contrat de 30 000 ou je sais pas, ou régler des vrais problèmes, quoi. Et en fait, ça, c'est je retiens un truc d'ailleurs, c'est que, ben, ouais, en fait, si on vous dit on se laisse assez souvent aller dans des trucs à la con où, on se laisse, accepter un en fait, quand on n'a pas beaucoup d'énergie ou on rentre dans un truc, on se laisse, absorber par quelque chose. Donc on finit par dire oui à des gens qui, ont soi-disant l'expertise ou des projets qui vont soi-disant dans une direction. Pareil dans vos travaux, vous finissez par dire oui alors vous comprenez pas, vous finissez par dire oui à des prix que vous comprenez pareil quand vous rachetez une boîte, vous finissez par: «Ah oui, bah, c'est normal que la boîte, elle fait 100 000 balles par an de bénéf, bah, c'est normal de racheter 2,5 millions, des trucs, et vous faites embarquer dans des machins et vu que tout le monde, se fait embarquer, tout le monde se fait saucer là et vu que tout le monde, machin, bah, vous faites pas si vous payez des trucs et cetera. Alors qu'en réalité, si vous dites: «OK, moi ce truc-là, je le veux pour 1 500 et sinon ça passe pas», vous allez y arriver et vous avez une énergie qui fonctionne. Bref, c'était la merde, on arrive, je ne sais pas trop comment à lever, 70 millions de plus, donc on arrive à 100 millions de levée. Ouais, je pourrais vous en parler des heures, c'est déjà 1 heure qu'on parle. Dites-moi hein, si ça vous intéresse ce type d'épisode. Encore une fois, merci pour vos messages sur LinkedIn. N'hésitez pas à m'envoyer, ça me fait vraiment plaisir. Des personnes bah, qui me renvoient des messages après 2, 3, 4 ans sur LinkedIn, ça fait trop plaisir, ou sur Insta. N'hésitez pas à me passer des petits coucous, me dire où vous en êtes aujourd'hui, dire ce que vous faites. Alors j'ai une mémoire assez particulière. Je ne sais pas si vous êtes pareil que moi, mais en fait, alors vous êtes 40 000, hein, mais quasiment tous ceux avec qui j'ai échangé, vous allez voir, je vais peut-être pas me rappeler de votre prénom, mais je vais me rappeler de ce que vous avez fait et je vais me rappeler de l'endroit où vous étiez et la conversation pour moi sera dans ma tête comme si c'était hier, même si on s'est parlé il y a 4 ans. Donc si vous venez me parler demain, pour moi, on va reprendre et qu'on s'est parlé il y a 4 ans, c'est comme si on était 4 ans avant. J'ai une mémoire, alors il y a plein de trucs qui ne marchent pas dans mon cerveau, mais ce truc-là, ça marche dans les gens, enfin vous allez voir, c'est hyper impressionnant, quoi. Donc je vais sûrement me rappeler de ce que vous étiez, les problématiques que vous avez de couple, vos enjeux financiers et quelle était votre passion. Enfin, je vous écoute vraiment, quoi. En fait, le vrai truc, je crois que c'est mon vrai talent finalement, c'est que moi j'adore les gens et j'adore échanger avec vous. Et d'ailleurs, je vous en remercie parce que vous me le renvoyez bien. Vous êtes là, vous m'écoutez et vous revenez dans les programmes et ça me permet de faire des nouveaux projets avec vous, ça me permet de reprendre des boîtes, ça me permet d'avancer et de vivre ce bout de chemin ensemble, quoi. Et que vous, ben, moi, j'espère vous donner un max d'énergie et d'inspiration et de trucs techniques pour que vous puissiez défoncer vos projets et qu'on on continue à avancer, quoi. Franchement, moi, je suis convaincu qu'on a plein de trucs à aller chercher. Bref, on a levé 100 millions et en fait, le résumé de cette histoire, donc on lève 100 millions. Quand on lève ces 100 millions, là, bon, j'avais atteint mon stade comme les autres avant, donc au bout de 2 ans, je crois 2 ouais, 2 ans. J'avais recruté une superbe RH, qui s'appelle Roxane, qui est une de mes très bonnes potes, aujourd'hui. Super recrutement, je ne sais pas comment elle a tenu aussi longtemps. C'était vraiment,
je crois que c'est main de je sais pas quoi, gland ferment de velours, un truc comme ça, donc elle était, franchement je la remercie, puis c'était une des très belles rencontres comme plein d'autres, hein, comme Eric, comme Yacine, comme, Anthony, enfin bref, comme, Rodrigue, comme Eugen, plein de gens, qui sont maintenant en direction de fonds d'investissement, qui ont repris des boîtes que j'ai pu lancer. Bah, Stello par exemple pour Eugen, qui recréent d'autres choses. Bref, des super profils partout, comme Emmanuel, qui sont maintenant à la direction d'autres boîtes de produits, de machin. Bref, super. En gros, merci à toutes ces personnes-là. Et j'en oublie, en plus, sur plus de 400, je ne sais même pas combien de personnes j'ai vu passer là-dedans, mais ouais, peut-être 500, 600. Entre tous ceux qu'on a recrutés et tous ceux qui sont partis, il y en a eu un paquet. Bref, on se retrouve là. J'avais atteint mon. Je pense que je m'étais un peu burné. C'est là que j'ai commencé à avoir aussi du psoriasis, donc à 29 ans, que j'ai toujours d'ailleurs aujourd'hui et que j'aimerais bien traiter. Donc, je vais aller creuser le sujet pour vous, parce que j'en ai toujours et c'est un peu chiant. Et ça traduit quand même des choses qui ne sont pas réglées physiquement chez moi. Bon, alors c'est génétique, mais bien sûr, après, il y a les environnements externes, quoi. Et là, je me rappelle être allé voir Roxane en lui disant: «Écoute, je suis plus dedans, quoi». Ça faisait quelques fois, enfin, il y a eu plein de phases, hein, comme vous, je pense, dans votre taf aujourd'hui. Il y a eu plein de phases où je me suis dit que j'étais au bout de ma vie, que j'en pouvais plus, mais là, je suis allé la voir, bah, elle dit: «Tiens Victor, écoute cette méditation, fais ça, ça va être mieux quelque temps», et à la fin je lui dis: «Écoute Roxane, c'est bon, j'ai ma dose en parallèle». Je sais pas, j'avais dû acheter 1 ou 2 immeubles de plus, parce que j'ai toujours continué, hein. Enfin, un truc qui me faisait tenir aussi, c'était de me rendre compte que j'achetais des immeubles à côté et je sais pas ce que j'avais, je dû relance je sais pas ce que j'avais fait à côté, mais j'avais fait un truc, à côté. Bon, de toute façon, je faisais que ça et là, du coup, je m'en vais. Donc avant de partir, je deviens directeur, strat de la boîte. Je recrute un gars, un ancien polytechnicien qui avait géré une boîte, assez conséquente pour me remplacer, en direction des opérations. Il est pas resté longtemps parce qu'en fait, il s'est dit, «Mais attends, ce que je gagne par rapport à ce que je vis, il y a pas d'intérêt». Donc, en fait, il s'est barré, je sais pas combien de temps après. Pourtant, il était très bien ce mec. Il faudrait que je regarde ce qu'il fait aujourd'hui. Il faudrait que je le revoie d'ailleurs et donc j'étais en charge de la strat. Donc on m'avait dit: «Ouais Victor, t'inquiète, tu pourras». Alors j'avais créé une école dans la boîte, qui marchait vachement bien. On avait fait toute une promo, on a recruté je sais pas combien de personnes avec ça. Je m'étais et puis on m'avait refourgué vu que j'étais un traître d'être parti de ce poste-là, ce que je peux comprendre un peu aussi parce que, quand vous confiez à une personne, que vous lui faites confiance pour vous occuper d'un périmètre de votre boîte et que la personne se barre, effectivement, c'est compliqué. Donc, mais indirectement, on m'avait confié tous les projets de merde. Donc j'ai des projets à gérer pour Total. Alors je vous parle de tout ça parce que ça remonte, hein. J'ai des projets à gérer pour Total où j'avais toute une équipe démissionnaire. Donc j'avais 7 mecs qui avaient tous posé leur dème, qui étaient là, mais qui allaient partir, je sais pas, au bout du mois, il fallait sortir et c'était les seuls à alors c'était pas les c'est les seuls qui étaient dispo, il fallait qu'on sorte un projet, pour Total, donc il fallait gérer ces équipes-là et en fait, je me suis rendu compte qu'en tant, que donc j'avais mon comme d'hab, enfin moi je suis assez compréhensif parce que en fait, il y a un truc qui est assez bizarre, c'est que quand vous créez des boîtes, vous vous rendez compte que bon, bah, faut être réactif, quoi. Quand vous avez un business, bon, il y a des trucs à régler, faut les régler. Vous êtes bon commerçant, vous êtes commerçant, voilà, vous avez votre magasin, il y a une fuite d'eau, bon, bah, vous n'avez pas demandé, vous avez, vous avez personne à qui demander pour régler la fuite d'eau. Vous avez un problème avec les impôts, bon, vous le réglez vous-même, quoi. Donc, en tant que bon commerçant, je réglais tous les trucs. Et en fait, je me suis rendu compte que le gars, en fait, il s'était payé le luxe d'avoir 2 directeurs des opérations, ce qu'il aurait peut-être dû avoir, mais il y avait d'autres problèmes aussi. Et en fait, je me rendais compte que je me tapais finalement tous les trucs un peu sympa, enfin d'orga et d'échange, un point de vue strat et de prise de décision, je les avais plus. Alors ça m'enlevait quand même un poids de responsabilité. Mais par contre, je restais à gérer, alors je sais plus combien de projets j'avais, mais je me retrouvais à gérer quand même des projets, conséquents et en plus les projets que personne, ne voulait gérer, qui étaient vraiment problématiques. En plus de ce que je voulais faire, sur la strat de la boîte, dont, tu es en train de racheter des boîtes, ça c'est une autre histoire. Bah, je vous raconterai ce truc-là, une autre fois. Et il y a plein de trucs à vous raconter. Bref. Et là, je me retrouve là-dedans, et à un moment, je me dis: «Bon, merde, je me barre». Et vu que je me barre, alors là, je me retrouve avec un truc, alors je faisais gaffe de tout valider, quoi. Donc je validais tous mes paiements, toutes mes demandes de factures, d'autorisation. Le mec était en contrôle fric, donc il y avait que lui qui faisait les virements déjà, ce qui posait beaucoup de problèmes. Et en plus de ça, il fallait tout valider avec lui, sauf qu'il était jamais dispo, peut-être sur WhatsApp. Donc même pour des virements, là, c'était des pen tests pour une boîte, où il y avait besoin. On avait un cahier des charges de cyber sécurité, on était obligé de faire des trucs, concrets et j'avais besoin, je sais pas, de 2 500 balles, je crois, de pen test et tout. Et vu que je bougeais pas mal, on a été allé dans pas mal de pays, j'avais, quelques milliers d'euros, voire plus que milliers d'euros de frais.
Et en fait, quand j'ai dit que je me barrais, bon, il a quand même dit, ouais, je vous laisse, qu'il allait, grandement, diminuer mon espérance de vie, quoi, on va le formuler comme ça. Et à ce moment-là, il m'a foutu un avocat. Bon, en gros, il y a plein de thunes que j'ai pas récupérées et puis, cette histoire de, vous travaillez dans une boîte et à la fin vous avez, des stock options pour réussir à sortir avec de la thune. Bon, bah, ça s'est pas avéré juste et en fait, je vous dis tout ça pourquoi? Parce que cette histoire, moi, je suis super content de ce que j'ai vécu là-bas. Bon, ça m'a coûté, beaucoup de choses. Ça a dû me coûter, peut-être une partie de mon couple aussi. Ça a dû me coûter, une partie de santé, mais bon, je le retiens comme du sport, quoi. Vous aimez le quoi que vous fassiez dans votre vie, ça vous coûtait quelque chose, hein. Vous faites du surf, ça risque de vous coûter un peu un bout de dos. Vous faites du snow ou du ski, pareil, des genoux, bref, de toute façon, on est périssable, quoi. Il faut choisir, en fait, par rapport à ce que vous avez comme énergie, ce que vous avez comme temps, ce que vous voulez vivre comme expérience et quels sont les sacrifices que vous êtes prêt à faire à un instant T. Et en fait, c'est pour vous dire que, finalement, la majorité d'entre vous, alors peut-être pas à ces extrêmes-là, mais vous n'êtes pas obligés, d'aller chercher ça et puis, moi j'adore ces trucs extrêmes et enfin, du moins avant, j'adorais ces trucs extrêmes et j'adorais enfin, je vivais pour ça, quoi, c'était mon truc. Mais ce que je veux dire, c'est, OK, d'un point de vue, égo, alors maintenant je me rends même quand je raconte ça, OK, j'étais numéro 2 d'une start-up, d'une ex-fourtie, on a levé 100 millions, on a recruté des centaines de personnes, on avait des A-players, on a travaillé avec tout le CAC 40, on a sorti des super trucs. Aujourd'hui, ça me fait ni chaud ni froid et puis j'ai même l'impression que c'est tellement loin de moi. C'est comme mes boîtes au Kenya, c'est comme tous les trucs que j'ai fait, plein de trucs, même quand j'ai lancé les espèces de cowork et tout. J'ai l'impression que c'est tellement loin de moi que j'ai l'impression que c'est un autre mec qui a vécu ça, c'est une autre vie. Et ce que je retiens par contre, c'est qu'est-ce qui vous en reste à la fin. Donc, moi je pense que j'ai une certaine maturité qui reste de ça. J'ai un accomplissement, c'est-à-dire que ça m'a permis d'évoluer par rapport à qui j'étais et ça m'a permis d'avoir cette piste d'évolution-là. Mais surtout, je me retiens que ça m'a permis et bon, je maintiens parce que c'est mon truc, mais ça m'a permis à côté quand même d'avoir acheté ces immeubles. Donc je sais plus combien de trucs j'ai pu acheter avec ça, mais j'ai pu aller assez loin, même des apparts. Je faisais des colocs à Aubervilliers à l'époque. Je faisais des immeubles. Ça m'a permis d'avoir aussi l'énergie d'être dans une situation où en fait, c'était tellement dur ce taf, c'était tellement précaire que ben ouais, il a fallu que je trouve. Ça m'a donné l'énergie de me dire, ouais, Victor, vas-y, sécurise-toi, quoi. Fais des invests à côté, développe ce truc, vas-y, fonce, avance. Et d'ailleurs, et ça m'a permis aussi en interne de créer l'école, d'ailleurs, qui est le business que j'ai répliqué avec Care School de reconversion, que j'avais déjà en tête depuis pas mal de temps. Bref, ça m'a permis d'évoluer aussi en tant que personne énormément, donc de comprendre ce que c'est des boîtes, de comprendre le politique, de comprendre ce que je veux, de comprendre là où je veux aller. Bref, ça m'a fait vivre une sacrée expérience, donc je suis super content. Par contre, n'oubliez pas que la grande majorité d'entre vous dans votre taf, après 2, 5, 10 ans, vous allez repartir avec rien et pour différentes raisons. Il y a une des raisons, c'est potentiellement vous êtes dans des boîtes qui ne sont pas open pour vous donner des parts du capital. Il y a potentiellement que vous ne générez pas assez de valeur dans la boîte, ce qui arrive aussi. Et potentiellement, ce qu'on va vous laisser, c'est pas grand-chose, c'est 10, 20, 30 000 balles. C'est bien, peut-être pour certains qui m'écoutent, ça peut être beaucoup. Moi, quand je dis que c'est pas grand-chose, 30 000 balles, même 100 000 balles, c'est parce que quand vous burnez, je ne sais pas ce que vous avez comme rythme de vie, mais vous burnez 2 000 balles par mois, ça vous fait du 20, 25 000 par an. Et encore, c'est pas énorme, ça dépend d'où vous habitez. 100 000 balles, vous les burnez très vite. Et ça va pas être un game changer, quelque chose qui vous génère du cash, etc. Donc, moi, il y a un truc, je pense que c'est vachement bien de vivre ces expériences. Quand vous vivez ça, vous êtes dans un monde qui, normalement, si c'est votre truc, ça vous donne de l'énergie. Profitez-en pour vous sécuriser. Moi, ça reste mon gros truc. La sécurisation avec de l'IMO. Vous trouvez un moyen d'utiliser vos revenus qui sont importants pour aller acheter de l'IMO. Vous trouvez vos moyens pour utiliser vos revenus pour aller reprendre des boîtes. Et vous trouvez des moyens pour potentiellement racheter un business ou lancer un business à côté. Ou du moins, garder. Enfin, vous allez avoir accès à tellement de choses, tellement d'expertise et tellement de choses nouvelles. Donc, pour tous ceux d'entre vous, je ne sais pas, l'équivalent aujourd'hui, c'est peut-être l'IA dans certains domaines. Vous avez accès à plein de gens smart, plein de trucs. Allez-y à fond pour choper un maximum de ce que vous avez autour de vous et arrêtez de vous raconter des histoires d'un rêve. C'est comme aujourd'hui, se mettre en couple en 2025 et penser qu'on va passer toute sa vie avec la même personne.
qui est son premier amour qu'on rencontre quand on a 17 ans, ou même se marier et penser que on a 99% de chances de vivre sa vie ensemble toute sa vie. On ne sait pas ce que l'autre va devenir, on ne sait pas ce qu'on va devenir, on ne sait pas quels sont les enjeux. Peut-être que la personne avec qui vous êtes, elle va devenir dépressive, ce sera plus faisable, ou vous allez devenir dépressif, ou la personne va aller dans un trip, vous qui ne vous intéresse pas. Ça peut être religieux, par exemple, partir dans quelque chose où ce n'est pas votre truc, ou avoir des envies de vie. Vouloir absolument habiter, je sais pas, à Bali, vous c'est pas votre truc, vous êtes loin de votre famille, vous êtes loin de potentiellement vos enfants. Bref, c'est à voir. Je pense que après, le problème, c'est que moi, je suis hyper. Vous me connaissez un peu, moi, je suis tellement dans mon truc que je suis convaincu de ce que je fais. Mais en tout cas, d'avoir cette sécurité-là, c'est pour moi nécessaire et c'est pour ça qu'on est là, quoi. Venez avec nous, on trouve les solutions pour que ça fonctionne et on avance là-dessus. Voilà, on a passé une petite heure ensemble. N'hésitez pas, si vous voulez que je vous raconte d'autres histoires comme ça. Alors, j'en ai un paquet. Alors, pour le coup, sur tous ces trucs de business, même pareil sur le Kenya, même là, dans cette boîte-là, il y a eu plein de trucs qui, je pense, peuvent vous inspirer, vous donner envie de passer à l'action et autres. Et sinon, j'ai hâte de vous retrouver sur pourquoi pas des négos qu'on fait en ce moment sur des boîtes. Donc là, il y en a pas mal. Ou même sur de l'IMO. Là, on avance pas mal sur de l'IMO. Donc en tout cas, moi, je vous tiens au courant. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages sur LinkedIn, sur Insta. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles aussi, un petit commentaire sur le podcast pour qu'on puisse aider un maximum de personnes qui sont motivées. Et n'hésitez pas à me contacter. Et moi, je vous tiens au courant d'où j'en suis, de ce que je fais de nouveau. Et je vous dis à très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, Lora. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.